Bonjour tout le monde, je voulais remercier Nicolas de m'avoir invité à cette présentation. Voilà, bon, et avec le regret de ne pas pouvoir être venu physiquement avec vous. Donc mon exposé va porter sur, je l'ai intitulé la durabilité de l'agriculture urbaine. Et pour résumer le fil principal de mon exposé, et par rapport à la présentation précédente, ce sur quoi je réfléchis, c'est comment les acteurs s'emparent en fait du développement durable, de la durabilité de ces notions dans leurs pratiques, dans leur vie professionnelle et dans leurs projets. Donc c'est le point de vue. Alors je ne suis pas un spécialiste de la durabilité, c'est un terme, comme beaucoup de chercheurs, que j'emploie dans mes analyses de l'agriculture, et j'ai choisi dans cet exposé de revisiter un certain nombre de mes travaux pour éclairer un point de vue sur ce qu'est l'agriculture durable, la durabilité de l'agriculture, et avec un focus plus particulier sur l'agriculture urbaine que j'étudie beaucoup depuis ces dernières années. Simplement, en quelques minutes pour préciser mon point de vue, donc je suis à l'INRAE, le nouveau nom, donc l'Institut national de la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et donc, finalement, ce qui guide mes recherches depuis ma thèse, c'est comprendre les transformations de l'agriculture dans la société urbaine, à partir d'un point de vue qui est d'essayer de comprendre les points de vue, les pratiques des acteurs. Et donc, voilà, ça y est, c'est bien. Et puis, en particulier, pour saisir ces points de vue et ces pratiques, de mettre le focus sur certaines situations de changement qui mettent plus en évidence la façon dont les acteurs agissent et évoluent. Voilà, donc je pratique une recherche située, c'est-à-dire basée sur des études de cas approfondies et des comparaisons entre ces études de cas. Et dans certaines situations, je pratique aussi la recherche-action. Donc ça a été un peu évoqué tout à l'heure à propos de la transdisciplinarité et l'articulation des savoirs scientifiques et des savoirs profanes. Alors je dis quand c'est possible parce que des situations de recherche-action sont rares, puisqu'elles viennent d'une rencontre entre une demande d'acteurs qui s'adressent à des chercheurs et des chercheurs qui vont répondre à la fois pour produire des connaissances scientifiques et pour accompagner des acteurs dans la résolution de problèmes, de la transformation de situations. Prochaine diapo. Voilà, donc la géographie que j'ai pratique depuis ma thèse, je l'appelle une géographie des pratiques, et donc dans des situations de changement, où dans tous mes travaux, en fait, j'essaie d'articuler les pratiques matérielles et sociales des acteurs avec les espaces, les milieux, les territoires, donc la dimension géographique de ces pratiques, mais aussi en interaction avec les politiques publiques ou les projets collectifs aussi, et les questions de gouvernance. Et souvent, en fait, pour articuler ces trois sphères-là, c'est en observant des dispositifs de changement. Je prends par exemple la mise en place d'une mesure agri-environnementale, par exemple, ou le développement d'un projet alimentaire sur un territoire. Donc c'est des dispositifs au sens de Michel Foucault, c'est-à-dire des agencements hétérogènes d'objets matériels, d'acteurs, de règles, de dispositifs de concertation, etc. Et en fait, la géographie que je pratique, elle articule une géographie de l'espace vécu, une géographie du quotidien, donc qui essaie d'étudier la géographie aussi des gens au sens de leur vie, donc une géographie qui part de la compréhension de l'action géographique des individus, et une géographie plus du fait politique autour des injonctions, des prescriptions, des arènes de concertation, de participation et de négociation. Et donc en fait, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment s'agencent, se réagencent des représentations, des pratiques et des spatialités propres aux différents acteurs impliqués dans les situations d'études.
Et donc à partir de là, mon point de vue sur la durabilité, il va être plutôt constructiviste, c'est-à-dire finalement la durabilité telle que les acteurs s'en emparent. Voilà. Suivante. Alors pour illustrer cette géographie des agencements, je vous donne juste un petit exemple qui est tiré de ma thèse pour illustrer. Donc ces petits dessins là, représentent finalement comment différents acteurs se représentent à partir de leur connaissance un périmètre de captage d'eau potable en fonction de l'appréciation du risque de pollution dû aux nitrates des nappes souterraines. Donc en fait, on voit que l'hydrogéologue expert a une certaine vision en fonction de laquelle il découpe l'espace qui est lié au risque de l'exiliation des nitrates vers le sous-sol, vers les nappes souterraines. Les agronomes ont une vision, mais qui va plus tenir à la façon dont l'agriculteur peut gérer l'hétérogénéité des sols. Donc il y a des liens entre des sols et des risques de non-atteinte des rendements. Et puis les agriculteurs, eux, il y a deux aspects, et ça c'est très important, c'est-à-dire que du point de vue de leur connaissance et des représentations, c'est assez proche des agronomes. Ils n'ont pas forcément une vision objective sur tout l'espace, mais ils partagent le vocabulaire et les concepts, même s'ils parlent de terre et les agronomes parlent de sol, mais c'est assez proche. Par contre, quand on regarde leur pratique et la façon dont ils classent leurs parcelles par rapport à leur travail, là, il peut y avoir des écarts énormes entre les représentations qui sont des sols et les pratiques qu'ils vont faire, qui peuvent être très hétérogènes sur un sol homogène. Et donc, en fait, ces différences et ces ressemblances vont jouer pleinement dans les négociations qui vont s'établir pour opérer ou pas des changements pratiques. Voilà, donc c'était pour illustrer mon point de vue. Donc, par rapport à la durabilité, j'ai prévu, oui, donc la diapo suivante. Par rapport à la durabilité, j'ai prévu de l'illustrer à partir de trois entrées qui tiennent à des travaux que j'ai menés. Donc je vais surtout parler de durabilité de l'agriculture. Donc en reprenant ce qui a déjà été exposé par Yvette, un peu trois dimensions de cette durabilité, une dimension du temps, de la pérennité, de la reproductibilité du système agricole, le système des cultures, le système d'élevage et des ressources qu'il utilise, donc sur un certain temps. La deuxième idée, c'est l'articulation des trois piliers. Par exemple, on trouve dans la littérature une agriculture économiquement viable, écologiquement saine, socialement équitable. Et puis, la troisième dimension de cette durabilité, c'est la voir comme un construit social qui prend des significations différentes en fonction des acteurs qui en parlent, ce qui fait qu'au nom de l'agriculture durable, on va pouvoir mettre derrière des modèles agricoles ou des modèles d'évolution du territoire très différents. Donc là, on n'est plus dans une durabilité objective, mais dans une durabilité des significations qu'elle prend pour les acteurs qui s'en emparent. Alors en fait, mes trois idées, elles correspondent un peu à 3 ou 6 époques de recherche dans mon parcours. Le premier sur la multifonctionnalité de l'agriculture, qui correspond à un moment en fait très fort dans l'histoire du développement agricole, où le développement durable autour de la fin des années 90 et du début des années 2000, il va s'incarner en particulier dans la loi d'orientation de 1999, autour de l'idée que finalement le développement durable de l'agriculture, c'est un développement multifonctionnel. L'agriculture remplit des fonctions multiples. Ensuite, je vais développer plutôt autour de l'agriculture urbaine et périurbaine, la durabilité. Donc là, la durabilité, c'est une notion qu'on utilise presque toujours quand on parle d'agriculture urbaine ou périurbaine, parce que c'est une agriculture qui est structurellement menacée de disparition, on pourrait dire. Et donc, en fait, automatiquement, on parle toujours de durabilité dès qu'on parle d'agriculture urbaine. Donc, comment l'appréhender? Et puis, je terminerai par un des travaux plus récents sur cette relation entre agriculture urbaine et justice alimentaire. Voilà, donc la prochaine diapo. Donc, première idée, la multifonctionnalité agricole. Donc, comme je vous l'ai dit, à la fin des années 90, au niveau des début des années 2000, la multifonctionnalité de l'agriculture est vue comme un horizon idéalisé du développement durable pour les agriculteurs. Et c'est un peu la grande époque
avec la création du CTE, le contrat territorial d'exploitation, qui est une aide aux agriculteurs pour qu'à l'échelle de leur exploitation, ils puissent concilier ces objectifs économiques, sociaux et écologiques. Alors, dans la littérature, pour la résumer rapidement, la durabilité agricole, elle est toujours appréciée à deux échelles. La durabilité restreinte ou interne, qui consiste à l'échelle de l'exploitation agricole ou du ménage, du système d'activité. Eh bien, en fait, c'est une notion qui est proche de la pérennité. Donc, c'est la capacité d'un système à durer dans le temps, à ceci près que le concept de durabilité se limite aux dimensions économiques et sociales. Avec la durabilité, il y a en plus la dimension environnementale. Et donc, le deuxième niveau d'approche de la durabilité agricole, c'est la durabilité territoriale, ou on dit aussi étendue ou externe, qui va désigner la contribution de l'exploitation agricole à la durabilité d'un territoire plus vaste qu'elle, ou de territoires plus vastes au pluriel. Et ça peut aller du territoire local jusqu'à la planète. Donc, par exemple, souvent on entend parler des fonctions de l'agriculture, par exemple pour une ville, pour un territoire. On est dans cette approche de second niveau qui finalement correspond plus à l'échelle que moi j'ai travaillé. Donc moi, en tant que géographe, pour apprécier cette multifonctionnalité, j'ai essayé de comprendre les agencements spatiaux qu'implique la prise en compte du développement durable par l'agriculteur à cette échelle territoriale. Donc, je vais vous donner un exemple, prochaine diapo suivante. À partir d'une publication dans publication dans Cybergéo de 2005 qui présente les résultats d'une étude menée dans la région rurale de la Dombe, qui est une région connue pour ses étangs. Et où de fait, dans une région comme cela, pour étudier la multifonctionnalité, eh bien, de fait, on va étudier comment l'exploitation remplit des fonctions territoriales diverses. Et donc, comment l'agriculteur agence ses pratiques dans l'espace en fonction d'autres activités, d'autres usages, d'autres milieux à articuler que la conduite de son parcellaire agricole dans un seul but de production. Et donc, il s'agit d'étudier la pratique en décrivant la composition et l'agencement des espaces d'actes au sens de Michel Busseau. Je vais vous l'illustrer. Diapo suivante. Voilà, la Dombe, c'est donc un territoire qui se situe entre Lyon et Bourg-en-Bresse, dans l'est de la France. Vous voyez, tous les petits points verts sont les sites Natura 2000 qui sont autour des étangs. Et donc, vous voyez la densité d'étangs dans cette zone. En fait, c'est des étangs d'origine glaciaire, mais qui sont alimentés principalement par l'eau pluviale. Voilà, diapo suivante. Voilà, vous voyez sur ces photos ce paysage dombiste avec une très très forte densité d'étangs, presque aussi importante que la surface foncière sèche. Et une particularité de ces étangs, c'est qu'ils sont pêchés donc, et asséchés régulièrement et remis en culture avant d'être remis en eau. C'est ce qu'on appelle les cultures d'assec. Et donc, en fait, ça veut dire que ce sont des étangs qui sont à la fois des milieux écologiques intéressants, qui servent à la production de poissons et qui rentrent aussi dans la surface agricole des exploitations, en tout cas de certaines. Voilà, alors pour étudier cette multifonctionnalité des exploitations d'Ombis, là, en fait, c'est là qu'on va voir la nécessaire interdisciplinarité, puisqu'il a fallu faire à la fois un diagnostic écologique en se fixant finalement sur l'écosystème de l'étang et de son impluvium, donc en regardant les différentes facettes écologiques de ce transect étang impluvium, et puis un diagnostic agronomique pour regarder finalement quelles étaient les pratiques qui étaient concernées dans les différentes parties du paysage d'Ombis, et du coup des enjeux d'environnement qui étaient non pas présents partout pour tous les milieux et de façon complète, mais qui pouvaient être localisés. Donc vous voyez des exemples autour de la gestion des niveaux d'eau qui fait intervenir vraiment les pratiques en lisière d'étang, la gestion de la faune nicheuse qui comprend à la fois l'étang lui-même et les parcelles riveraines, et puis la gestion de l'eau qui là concerne tout le bassin versant, avec derrière des pratiques particulièrement ciblées.
Donc vous voyez que ce diagnostic il va nous permettre de construire une enquête auprès de l'agriculteur. Diapo suivante. Puis le troisième point de vue, qui est un point de vue plutôt de sciences sociales, c'est l'approche socio-foncière de la relation entre les exploitations et les étangs, puisqu'il y a des exploitations propriétaires, non propriétaires. Certaines vont louer ou pas des étangs, vont en plus avoir ou pas la production de poissons, et vont en plus avoir ou pas la gestion de la chasse. On passe. Donc on a finalement utilisé cette typologie pour, voilà, on passe, pour illustrer des cas de figure de multifonctionnalité à l'échelle de l'exploitation. Je vous en présente rapidement trois. C'est pour montrer à travers ce petit dessin, c'est l'espace de travail d'un agriculteur sur une exploitation complète, donc tout son parcellaire avec différents usages. Et puis ce schéma, il vise à finalement, grâce à l'enquête, à reconstituer les différentes relations à l'environnement qui se déploient sur cette exploitation. Il se trouve que dans ce cas, en fait, le voisinage d'étangs est une contrainte pour une exploitation qui ne possède pas d'étangs et qui ne les exploite pas, et du coup où les limites et les relations aux autres usages peuvent être conflictuelles. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est une exploitation qui a une démarche propre de CTE, donc de dynamique environnementale, mais qui se trouve en décalage entre la durabilité interne telle qu'elle la voit elle, et la durabilité territoriale telle que l'articulation avec les usages implique donc des changements très difficiles à opérer. Prochaine diapo. Autre exemple d'une relation à l'étang qui là est plus avec une multifonctionnalité partiellement intégrée pour un agriculteur qui est aussi locataire d'étangs et réalise une exploitation piscicole. Et en fait, par rapport à ces poissons, il va développer tout un raisonnement de pratiques pour limiter le risque de pollution des étangs qui entraîne une mortalité de poissons. Donc à la fois, il change ses pratiques de production, il a des pratiques d'aménagement, de configuration du parcellaire spécifique. Il développe aussi des pratiques de surveillance écologique, il se construit lui-même des propres indicateurs de l'état du milieu, et ça l'amène aussi à développer des négociations avec d'autres acteurs, en particulier les agriculteurs qui interviennent en amont et les chasseurs. Troisième cas. Et le troisième cas, c'est encore le même type de raisonnement, mais ici dans une exploitation groupée d'un agriculteur qui est totalement propriétaire de son domaine et qui voit dans les étangs les principales ressources de son activité. Et là, on va être plutôt dans l'agriculture subordonnée à la multifonctionnalité agricole, dans la mesure où c'est la chasse qui va prendre le rôle dominant, et où l'agriculture va être finalement presque vue comme une activité complémentaire de la chasse, avec là aussi des adaptations dans la pratique de gestion, et par exemple un assolement qui est spécifique à la relation à la chasse, et une activité agricole qui est finalement presque déficitaire. Voilà. Pour résumer une troisième idée sur ces agencements, c'est que dans l'exemple de la Dombe, on voit par exemple que les agriculteurs ils doivent articuler leur territoire de l'exploitation de différents points de vue. Il y a un territoire d'exploitation qui a son parcellaire propre avec une logique de circulation agricole. Ce territoire est toujours sur un ou plusieurs domaines de chasse, et le domaine de chasse est géré en fonction de la circulation du gibier. Et cette exploitation est aussi sur un bassin d'approvisionnement d'étangs où il doit tenir compte de la circulation de l'eau. Et donc, c'est pour vous montrer finalement que cette multifonctionnalité territoriale suppose des agencements très complexes. Dernière diapo sur cet exemple. Diapo suivante. Et en conclusion, ce que j'ai retiré de ce cas, c'est la forte inégalité structurelle des exploitations face à la prise en compte de la multifonctionnalité agricole. Et donc, en fait, tous les agriculteurs, même s'ils ont la même volonté, ne sont pas égaux dans la prise en compte de ces enjeux. Dans certains cas, des contraintes peuvent accentuer des décalages et des conflits, même si les agriculteurs, du point de vue personnel, souhaitent aller vers plus d'environnement. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que les pratiques qui sont favorables à la multifonctionnalité, les pratiques agricoles, elles vont beaucoup plus large que les techniques de production. Elles combinent aussi des pratiques d'aménagement,
des pratiques de surveillance écologique de l'état du milieu naturel, des pratiques sociales visant à construire des alliances, des compromis et des capacités de régulation des conflits d'usage. Et enfin, il y a des objets spatiaux qui sont particuliers dans les territoires, je pense, à l'image des étangs dans la Dombe, parce qu'en fait, c'est des lieux où vont vraiment se cristalliser les relations entre des humains, des non-humains, entre le sauvage et le domestique, et c'est autour de ces lieux que se négocient vraiment des évolutions vers la prise en compte de la durabilité. Voilà. Deuxième idée, les relations retirées de ce cas, c'est la forte inégalité structurelle des exploitations face à la prise en compte de la multifonctionnalité agricole. Et donc, en fait, tous les agriculteurs, même s'ils ont la même volonté, ne sont pas égaux dans la prise en compte de ces enjeux. Dans certains cas, des contraintes peuvent accentuer des décalages et des conflits, même si les agriculteurs, du point de vue personnel, souhaitent aller vers plus d'environnement. D'autre part, ce qu'on voit, c'est que les pratiques qui sont favorables à la multifonctionnalité, les pratiques agricoles, elles vont beaucoup plus large que les techniques de production. Elles combinent aussi des pratiques d'aménagement, des pratiques de surveillance écologique de l'état du milieu naturel, des pratiques sociales visant à construire des alliances, des compromis et des capacités de régulation des conflits d'usage. Et enfin, il y a des objets spatiaux qui sont particuliers dans les territoires, je pense, à l'image des étangs dans la Dombe, parce qu'en fait, c'est des lieux où vont vraiment se cristalliser les relations entre des humains, des non-humains, entre le sauvage et le domestique, et c'est autour de ces lieux que se négocient vraiment des évolutions vers la prise en compte de la durabilité. Voilà. Deuxième idée, les relations ville-agriculture. Donc là, c'est donc le thème que je travaille depuis une quinzaine d'années, où dans ce deuxième point de vue, le développement durable il va être vu comme une construction plutôt territoriale et politique des relations de coopération, de non-coopération entre des acteurs agricoles et des acteurs urbains. Dans la littérature, en fait, sur la durabilité de l'agriculture urbaine, il y a beaucoup de travaux qui montrent que l'agriculture urbaine devient une infrastructure de la ville durable. Donc il y aurait un lien vertueux entre ville durable et agriculture durable. La ville se verdit, s'agrarise, l'alimentation locale recrée des synergies entre acteurs agricoles et acteurs urbains. Et en fait, souvent, dans la littérature, vous trouvez beaucoup de productions sur les multiples fonctions urbaines de l'agriculture, comme vous voyez la liste sur la partie droite avec l'urbaine. Et donc, du point de vue géographique, ce que j'ai essayé de faire dans ce domaine, c'est de comparer les dynamiques des relations ville-agriculture à partir d'une vision systémique de la durabilité. Prochaine diapo. Alors, j'ai animé un programme de recherche qui s'appelait DOME, durabilité de l'agriculture urbaine en Méditerranée, où pour saisir cette durabilité, on a proposé un concept appelé système agri-urbain durable, qui en fait vise à penser les relations ville-agriculture qui vont concourir à cette double durabilité interne pour les agriculteurs et externe pour le territoire de l'agriculture urbaine. Et donc là, j'ai repris un schéma qui est dans mon HDR autour de l'idée de la géographie agricole des villes, qui en fait propose de différents focus sur ce système agri-urbain. D'une part, c'est faire une géographie donc avec 3 niveaux, en fait, ce que j'ai appelé le système agri-urbain 1, 2 et 3. Donc le 1, c'est plutôt une géographie des activités agricoles en ville. Donc on étudie l'activité agricole dans la ville comme on étudie dans la Dombe, avec les mêmes outils, mais on est dans un contexte complètement différent. Mais c'est aussi une géographie plus large des interactions ville-agriculture. Donc là, on essaie de comprendre toutes les interactions entre la ville et une agriculture qui se trouve dedans et en périphérie. Et puis, une géographie plus de la prise en compte de la durabilité, et donc de du changement, comment ce système est activé par les acteurs pour aller vers, par exemple, plus de synergie, plus de coopération. Alors, je vais vous les illustrer rapidement chaque. Voilà, prochaine diapo. Alors, sur le premier point de vue qui est finalement sur quoi repose la durabilité des activités agricoles faites dans la ville, là je vous ai pris l'exemple d'une thèse que j'ai dirigée
à Bobo Dioulasso au Burkina Faso, la thèse d'Ophélie Robineau, et qui a étudié une ville africaine qu'on peut presque appeler une ville agricole, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'activités agricoles, il y a plusieurs milliers de maraîchers, d'éleveurs qui vivent de l'agriculture dans la ville même. Et ce qu'elle a montré dans cette approche géographique de ce territoire urbain, c'est que finalement, ces activités survivent par des interactions fonctionnelles, des échanges entre les activités de maraîchage qui sont présentes dans la ville, les activités d'élevage, la transformation agroalimentaire et le recyclage des déchets vers urbains. Donc, par exemple, vous avez plusieurs types d'élevage dans cette ville. Une partie de l'alimentation de cet élevage vient des fourrages qui sont apportés de la périphérie, mais aussi de résidus d'entreprises agroalimentaires, par exemple les usines de coton, qui donnent des tourteaux qui peuvent être consommés par les animaux. Et puis, ces élevages, en fait, produisent des fertilisants qui vont être utilisés par les maraîchers urbains. Et c'est pas toujours suffisant, donc ces maraîchers urbains font aussi des actions de tri des déchets ménagers pour pouvoir utiliser une partie de cette matière organique pour la fertilisation. Donc vous voyez qu'on est dans un cas où cette idée de système agri-urbain est bien illustrée par le fait que les activités agricoles dans la ville fonctionnent par des interrelations entre elles et avec la ville. Alors la deuxième approche, donc le système agri-urbain 2, c'est-à-dire essayer de comprendre un peu l'ensemble des interactions entre agriculture et ville. C'est un travail qu'on a fait en s'appuyant sur les travaux de géographie de Durand d'Astès sur les diagnostics systémiques d'une région, où il avait proposé de construire il a appelé ça des schémas sagittaux, qui essayaient de représenter tous les principaux processus en interaction et les boucles d'interaction positives et négatives. Donc, le schéma est très difficile à comprendre, mais je vais vous l'expliquer très simplement à partir de la photo que vous avez à gauche. En fait, c'est la ville de Meknès au Maroc et son agriculture périurbaine. Et donc, ce que vous voyez sur ce paysage, c'est typique de l'extension périurbaine au Maroc, où il y a une très forte dynamique démographique et un étalement urbain très fort et massif, vous voyez, avec des immeubles collectifs, des grands plans de lotissement qui se créent autour de cette ville. Et puis une agriculture qui est en pleine phase d'intensification agricole, soutenue par le programme Maroc Vert, et donc vous voyez que la partie agricole est aussi en plein aménagement. Et en fait, ce que montre ce schéma, c'est ces interactions positives et négatives au sein de ce système agri-urbain. D'une part, toute une politique d'investissement urbain, d'ailleurs, qui est soutenue au titre du développement durable, d'augmenter l'IDH, l'indicateur de développement urbain de cette population, ce qui consiste à résorber l'habitat insalubre par l'investissement dans des programmes immobiliers de logement de qualité, aussi pour des raisons sanitaires. Pour pouvoir le faire, il y a des lois qui vont favoriser la libéralisation des terres, à la fois pour favoriser les investissements agricoles et les investissements urbains. Et ces investissements agricoles, ils sont au profit d'une intensification agricole qui dégrade les ressources en eau. Et en fait, ce cycle en fait, qui s'auto-entraîne entre le développement urbain et l'intensification agricole, il affaiblit complètement la petite agriculture urbaine qui existe dans cette ville et qui est disqualifiée à la fois parce que non moderne et utilisant de l'eau usée. Donc là, on a plutôt un exemple d'un mécanisme de non-durabilité du système agri-urbain. Le troisième système agri-urbain, donc, qui est plutôt celui des interactions entre les acteurs et les politiques publiques, donc on a essayé de le réfléchir en travaillant sur les trois échelles qui sont présentes dans ce schéma, c'est-à-dire à l'échelle de la région urbaine, comment en fait le système urbain est pensé, planifié, géré, soutenu.
Et puis comment, au niveau de l'agriculture, des projets, des initiatives se développent, comment, autour de par quels acteurs, comment elles se coordonnent ou pas, et puis au niveau individuel des exploitations agricoles. Donc finalement, essayer de comprendre les interactions entre les acteurs des politiques urbaines, les porteurs et agricoles, les porteurs d'initiatives et les pratiquants agricoles, urbains et périurbains. Diapo suivante. Voilà, donc je vais donner un exemple simplement sur l'échelle du projet agri-urbain. Diapo suivante. Voilà, donc là, bon, c'est encore un schéma complexe, mais simplement pour dire qu'en fait, on a essayé de repérer une diversité d'initiatives, de projets agri-urbains pour voir un peu quelles étaient leurs caractéristiques, qui ont permis de montrer qu'il y avait des initiatives qui venaient plutôt du rural pour bénéficier de la proximité urbaine, par exemple des routes des vins ou des routes de l'huile d'olive, ou des initiatives qui étaient plutôt urbaines centrées, comme par exemple du jardinage citadin, et que ça opposait aussi des initiatives plutôt privées ou plutôt publiques. Et donc, en fait, on avait différents types d'initiatives, et certaines d'entre elles présentaient des caractères un petit peu plus intégrateurs, c'est-à-dire qu'elles allaient mêler des réseaux d'acteurs privés, publics, urbains, ruraux, etc. Donc voilà, on a essayé de qualifier cette diversité en travaillant sur différentes villes méditerranéennes. Voilà, diapo suivante. Et donc, pour conclure sur cette troisième vision du système agri-urbain, en fait, en étudiant des villes méditerranéennes et en les comparant, on a repéré trois grandes dynamiques de système agri-urbain. D'une part, à l'exemple de ce que je vous ai présenté pour Meknes, une déconnexion croissante ville-agriculture accentuée par un régime de modernisation, à la fois côté politique sectorielle, amplification du sol, menace sur les ressources et faible dynamique et faible soutien aux dynamiques locales agri-urbaines. Donc ça, c'était pour Constantine et Meknes. Une autre dynamique à Athènes et Lisbonne de reconnexion ville-agriculture qui a été renforcée par une situation de crise, donc post-2008, où on a vu en fait dans ces villes, suite à un appauvrissement de population, le développement d'une agriculture urbaine spontanée, à la fois du jardinage et de l'agriculture vivrière, et puis des actions publiques qui ont été soit un peu en retard et en rattrapage, soit en accompagnement. Et puis une reconnaissance ville-agriculture encouragée par un mouvement de relocalisation à la fois chez les acteurs et dans les politiques publiques, donc qui correspond plus à ce qu'on connaît en France et qu'on a vu à Montpellier et à Pise. Voilà, la dernière idée, donc je fais des sauts entre mes différents terrains et stades de réflexion, c'est finalement une approche plus critique, c'est-à-dire finalement un développement durable est-il un développement juste? C'est la question de la justice sociale que j'ai eu l'occasion finalement de découvrir et d'étudier grâce à un séjour en Amérique du Nord. Et en fait, il y a beaucoup de travaux qui critiquent sur les politiques de développement durable qui en fait montrent qu'elles ne résolvent pas les inégalités, voire qu'elles peuvent renforcer des injustices. Ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises par Yvette avant moi. Et donc il y a une littérature sur la justice, les injustices spatiales dans la vie néolibérale, le mouvement alimentaire en Amérique du Nord, le phénomène de gentrification verte, les phénomènes de littérature sur la décolonisation nécessaire des terres indigènes, etc. Donc, il y a toute une littérature de géographie, si je prends au niveau américain, les travaux de David Harvey, d'Edward Soja sur la justice spatiale dans les villes qui ont conduit les géographes américains à repenser leur approche de l'aménagement et de l'urbanisme dans une optique juste, durable. Et puis au niveau du mouvement alimentaire en Amérique du Nord, différence avec nous, c'est un peu le temps. C'est-à-dire que chez nous, ce mouvement alimentaire, il a 10-15 ans. Là-bas, il a plutôt 40-50 ans. Et du coup, il y a eu des phases et en fait, les effets négatifs de la relocalisation alimentaire sont apparus plus tôt que chez nous. Et du coup, le mouvement pour la justice alimentaire est venu d'une critique en fait du mouvement pour la relocalisation alimentaire qui finalement recréait ou ne réduisait pas les injustices. Donc l'approche géographique dans ce que j'ai essayé de développer, donc j'ai fait un séjour à Portland. Donc Portland, c'est une ville
nord-ouest américain, vous voyez sur la petite carte à gauche, dans l'Oregon, une ville de 600 000 habitants, dans laquelle, en fait, j'ai travaillé avec des universitaires et j'ai fait aussi une étude de cas pour essayer de comprendre ce que c'était que cette justice, les relations entre agriculture urbaine et justice alimentaire. Diapo suivante. Alors, Portland est un cas très intéressant pour étudier cela. Pourquoi? Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent, mais c'est sans doute la ville américaine la plus connue pour être un peu la ville emblématique des politiques de ville durable, puisque, je dirais, à la suite du mouvement progressiste qui a touché toute la côte ouest américaine dans les années 70, eh bien, Portland a développé en fait des politiques environnementales dès les années 70, avec un acte fondateur qui est très connu, c'est la création des Urban Growth Boundaries, là, les limites à la croissance urbaine, qui ont été finalement établies en 1974, donc un peu ce que nous on fait dans nos SCOT aujourd'hui, et qui depuis en fait ont développé toute une série de politiques dans le domaine durable. Et vous voyez sur la photo, dans le domaine de l'alimentation, de l'eau, de la circulation douce dans la ville, des transports et de la réduction du bilan carbone de la ville. Voilà, et puis il y a aussi une culture un peu du développement durable de cette population qui a été popularisée sous une forme ironique par la série Portlandia. Et en fait, dans cette ville durable modèle, un petit peu, pour les États-Unis, mais je pense même au-delà, enfin, quand on vit dans cette ville, on se rend compte de ce que c'est que 40 ans d'investissement dans ce domaine, c'est absolument impressionnant. Dans la vie de tous les jours, hein, la façon dont on circule, dont la ville est gérée, etc., c'est impressionnant. Et effectivement, l'agriculture urbaine, l'alimentation locale fait partie de ce tableau, fait partie de cette image de l'âge. Donc, diapo suivante. Alors, l'envers du décor, c'est qu'en fait, cette ville est touchée par une profonde inégalité de développement. Et en fait, c'est une ville où il y a une forte pauvreté urbaine et une des villes où le taux l'importance de la population des sans-abri, des personnes sans-abri est plus importante, est très importante, et dans les fortes proportions aux États-Unis, il y a plus de personnes sans-abri à Portland qu'à Paris, par exemple, hein, que c'est une ville beaucoup plus petite. Et finalement, ce qu'on voit bien sur ce petit schéma, c'est que si vous regardez les toutes petites cartes de Portland et le cercle qui représente la partie est de cette ville, eh bien, c'est là qu'en fait se concentre la pauvreté, que l'accès à l'alimentation est le moins bon et que la prévalence de l'obésité et du diabète est le plus fort. Donc on voit bien ce cycle pauvreté, malnutrition, problèmes de santé. Donc voilà. Et en fait, une des raisons de cela, alors là c'est spécifiquement américain, c'est que Portland est une des villes les plus blanches des États-Unis, mais qui a un historique de discrimination raciale en particulier envers les populations noires américaines depuis les années, depuis le début du XXe siècle, comme dans beaucoup d'États américains. Et donc même si Portland est une ville aujourd'hui très blanche, etc., en fait il y a une population assez invisible de Noirs américains qui a subi en fait des lois ségrégationnistes dans l'État de l'Oregon, et ça s'est même traduit dans l'aménagement urbain. En fait, ce qu'on appelle le redlining, là, c'est des zones qui sont repérées comme étant des zones où on décourage les investissements qui correspondent au quartier justement de ces populations. Et on voit que sur l'évolution, finalement, les quartiers noirs qui étaient tout proches du centre-ville, finalement, et bien petit à petit, ils ont disparu de ce quartier et ils sont repoussés dans les quartiers plus périphériques au nord et à l'est. Donc on a ce phénomène et donc c'est très important pour comprendre le concept de justice alimentaire au sens américain. C'est qu'en fait, c'est un courant qui explique que les injustices, elles sont liées à des structures, des inégalités structurelles.
sociale, historique, économique. Voilà, diapo suivante. Et donc, par rapport au sujet qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire l'agriculture et l'alimentation locale, quand on regarde aussi cette petite cartographie, donc les CSA, c'est les AMAP, les paniers, les marchés de producteurs au milieu et les jardins communautaires à droite, eh bien, ce que vous pouvez voir là aussi, c'est que c'est pas réparti sur tout le territoire et que les quartiers les plus pauvres de l'Est sont les quartiers les moins dotés. En tout cas, c'était en 2014 en projet. Voilà. Donc tout ce que je vous, voilà, diapo suivante. Tout ce que je vous explique sur Portland, en fait, ça a été bien décrit par Nathan McClintock, qui est le professeur avec qui j'ai travaillé à Portland, et qui a montré dans ses publications que l'agriculture urbaine a un double visage. Elle a un premier visage qui est plutôt lié à sa qualité environnementale, c'est que finalement, elle contribue au verdissement de la ville, et contribuant au verdissement de la ville, en fait, elle alimente la logique de la ville néolibérale qui va finalement se gentrifier. Et donc, créer des jardins dans un quartier augmente la valeur foncière des logements, donc le prix des loyers, donc le prix de l'achat, et donc va petit à petit exclure finalement les populations les plus modestes de ce quartier. C'est ça la gentrification verte. Donc ça, c'est le phénomène que je vous ai montré finalement. Mais en fait, l'agriculture urbaine, ça n'est pas que ça, c'est aussi une figure de résistance qui est mobilisée pour des populations en difficulté, plus pauvres ou plus discriminées, autour justement du mouvement de la justice alimentaire. Donc en fait, c'est intéressant par rapport à cette littérature d'avoir cette vigilance sur cette double facette de l'agriculture urbaine qui peut à la fois alimenter l'inégalité et en même temps être un moyen pour réduire ces inégalités ou ces injustices. Voilà, diapo suivante. Donc là, je vais aller très vite parce que c'est un travail que je suis en train de publier, mais ce que j'ai essayé de faire à Portland, c'est d'analyser finalement les initiatives agricoles et alimentaires du point de vue de la justice alimentaire, c'est-à-dire essayer de voir lesquelles contribuent à cette justice alimentaire et de quel point de vue finalement. Et là, en fait, j'ai pas mal travaillé sur les cadres théoriques d'analyse de la justice alimentaire et et donc bâti une grille d'analyse de mon enquête à partir de cela. Et je vous donne des exemples de ce qui compose en fait des caractéristiques de ce développement juste. C'est d'une part la prise en compte du traumatisme en fait de populations qui ont subi des oppressions ou qui les subissent encore. Ben, ça peut être aux États-Unis, c'est très présent par exemple chez les populations indigènes, chez les populations noires, les travailleurs latinos, etc. Mais c'est aussi beaucoup les immigrants, les réfugiés politiques. Donc voilà, prendre en compte cette histoire des communautés, les notions d'équité, bon, ça tombe sous le sens, et aussi la question de l'emploi, de la qualité du travail, et donc les formes d'échange aussi autour de non monétaires, relevant d'autres choses que la fameuse logique de la croissance. C'est la question de l'accès aux terres et aux fonciers, et donc au logement, à la culture. Les processus démocratiques qui donnent voix ou pas aux différentes populations, et puis les questions de pouvoir, d'empowerment. Donc ils travaillent beaucoup là-dessus, les Américains, sur comment construire des capacités de négocier des solutions politiques aussi pour des catégories modestes. Alors moi ce que j'ai fait en fait c'est un inventaire, une classification des initiatives et donc j'ai pu un peu reconstituer l'histoire du mouvement alimentaire à Portland en montrant deux moments où il y a eu des mobilisations pour la food justice. C'est avant les années 60 et c'est en particulier les populations noires suite au mouvement sur la défense des droits civiques qui avaient créé des projets d'agriculture urbaine à l'époque qui ensuite ont disparu. Et puis un retour récent depuis les années 2010. Et puis, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de caractériser la diversité des initiatives qui visent à une justice alimentaire. Donc, en repérant rapidement, en fait, celles qui sont portées par des minorités. Où là, ce qu'on voit, c'est que l'alimentation n'est pas
qu'un objectif, c'est aussi un moyen de construire collectivement d'autres ressources écologiques, sociales, économiques et politiques. Et c'est intéressant parce que du coup, dans ces initiatives, il y a un très très fort lien entre la reconnexion à la nature et la reconnexion à l'alimentation. Donc pour des communautés diverses, femmes latinos, communautés noires, amérindiennes, etc. On a aussi des initiatives qui vont être portées par des organisations caritatives, mais avec visant des publics particuliers, par exemple des réfugiés, des sans-abri, des quartiers pauvres, pour leur permettre d'accéder à du foncier, des aliments, des logements. Et puis alors, on a beaucoup d'initiatives qui emploient le mot de food justice, mais finalement qui sont dans une optique de durabilité. Ce qui est bon, c'est le local, sans vraiment adresser en fait les racines structurelles des injustices sociales. Voilà, donc je pense que... Voilà, je conclus. Donc, quelques éléments de conclusion. Moi, je trouve que la durabilité, c'est une notion qui a enrichi celle de développement, mais comme ça a été dit tout à l'heure, sans toutefois remettre en cause le paradigme de la croissance, donc on en voit les limites. Ce qui m'a frappé dans mes travaux comparatifs, c'est que quand on est dans l'Europe, il y a une vision dominante qui est l'environnement. Hein, ça a été appréhendé comme ça au début du développement durable. Alors que quand on est au sud, l'exemple du Maroc, en fait, c'est quand même d'abord la résorption de la pauvreté qui est le principal critère et qui, paradoxalement, comme on l'a vu, peut entraîner par exemple, accompagner le phénomène d'étalement urbain et détruire des petites économies locales agricoles. Voilà, les limites, les crises. Donc la durabilité, elle est multiscalaire. Ce qui est durable à une échelle ne l'est pas forcément à l'autre. Donc ça, c'est une difficulté infinie, en fait, qui est à la fois conceptuelle et méthodologique. On en est conscient, on n'en arrive jamais, en fait, à bien la traiter. Et puis, le fait que c'est important d'avoir ce regard critique parce que le développement durable peut perpétrer, augmenter des injustices, en fait. Voilà. Alors, l'enjeu pour le futur, finalement, je rejoins ce qu'a dit Yvette sur résilience, tout ça. Moi, je pense que le gros manque dans les travaux dont je vous ai parlé, en fait, c'est la vision de l'accélération des changements globaux, que le futur, en fait, c'est maintenant, et que ça fait apparaître un monde nouveau dans lequel il faut qu'on sache affronter des urgences, penser la résilience. On ne s'était pas concerté, mais finalement, c'est un peu la même idée, et pour moi, c'est dans ce sens que doivent évoluer nos réflexions, y compris à l'échelle des acteurs et de la recherche-action, sur cette notion de durabilité, c'est-à-dire comment on réagit, comment on se prépare, comment on s'adapte, tout cela, à cette perturbation qui, on le sait, en fait, si on veut que le monde reste vivable, implique des transformations systémiques fortes. Ben, je pense que j'ai terminé, puisqu'après, c'est quelques références biblio liées à mon exposé, bon, si les participants sont intéressés. Voilà, je vous remercie pour votre attention.